Bonjour André Castelli, Bonjour. je vous remercie d'être parmi nous pour une interview pour Air de là-haut, la web radio. On va parler aujourd'hui de votre anniversaire. Déjà, joyeux anniversaire André. Merci beaucoup. Voilà 75 ans que je déambule sur cette terre, et donc je ne suis qu'au stade de mon adolescence au regard du fait que j'ai décidé il y a quelques années en arrière que je vivrais jusqu'à 300 ans. Donc voilà, je suis dans les temps ordinaires de l'évolution de l'être humain pour installer ici pour de longues durées. Donc on a encore le temps de vous souhaiter tout plein de bon anniversaire, mais c'est aussi un autre anniversaire je crois. Ben oui, aujourd'hui c'est le premier anniversaire de la sortie de mon et de notre livre Camille et l'abandonné. Voilà effectivement un an que le livre a été édité à la maison NU, maison d'édition. Ça a été un long travail de plusieurs années. Il y a un an, nous sommes arrivés au bout de ce premier chemin, et là, avec beaucoup d'étonnement, un an après, eh bien, le livre reste beaucoup d'actualité. Il est toujours très demandé, et je suis à une bonne cinquantaine de conférences depuis un an. J'en avais fait avant la sortie du livre, mais celles-là, je ne les compte pas dans ce moment-là. Mais 50 conférences pour un livre, je trouve que voilà, c'est quand même une belle réussite. Et encore ce matin, j'avais des demandes de rendez-vous pour l'année prochaine. J'ai vu effectivement que sur votre Facebook, les rendez-vous conférences sont bien pleins. Et j'ai eu la chance d'assister à votre conférence il y a 2 jours. C'était dans le cadre de l'ADAPR, c'est ça? Oui. Et c'était aux Angles, et là la salle était comble. Ah ben la salle était comble, effectivement. Il a fallu même rajouter un peu des chaises. Donc c'est la preuve que ce livre génère de l'intérêt pour beaucoup de personnes. J'essaye d'être à la hauteur de l'attente des personnes qui viennent, et avec ce légitime souhait, c'est celui de vendre le livre pour faire honneur au travail que nous avons réalisé avec la maison d'édition. Donc on resitue peut-être un petit peu le sujet du livre et le sujet des conférences. Donc Camille Claudel, l'abandonné. Oui, alors mes conférences, je les organise autour de au moins 2 thèmes. Le premier, c'est d'expliquer motivation et objectif de ce livre, de mon travail depuis de nombreuses années. Des motivations qui sont portées par le fait que j'ai découvert au fil des années une multitude d'erreurs concernant la vie de Camille Claudel. Et là, je donne d'un certain nombre d'éléments et de propos qui ont été tenus à son propos, à elle, justement. Et puis, l'objectif qui devient de plus en plus d'actualité, qui est celui de placer Camille Claudel sur un chemin, lequel chemin arrivera à la porte du Panthéon. Nous sommes dans une procédure à ce titre-là, mais c'est un long chemin qui vient de s'ouvrir, et il nous faudra être et conquérants et patients pour arriver à l'objectif final. Donc vous embarquez un peu dans ce souhait avec vous, les spectateurs de vos conférences, d'après ce que j'ai compris. De quelle façon vous les embarquez en leur expliquant, mais... Eh bien, j'embarque effectivement dans cette aventure les spectateurs des conférences en leur retraçant les 3 étapes de la vie de Camille Claudel. Je ne m'épanche pas trop, je dirais, sur les 2 premières étapes, mais bon, beaucoup de questions y reviennent par la suite. Et puis, je suis essentiellement axé, et c'est le sens du livre, de mon livre, qui est la 3e étape de la vie de Camille Claudel, cette étape qui va l'avoir enfermée pendant 30 ans dans 2 hôpitaux psychiatriques, dans 2 asiles, c'est ainsi qu'ils s'appelaient à cette époque-là, 18 mois dans l'asile de Villévrard et 29 ans à Mondeberg-les-Roses. Et ce que j'explique, c'est que chacune de ces étapes, des 3 étapes de la vie de Camille Claudel, eh bien, elle s'ouvre sur des événements
dont une grande partie elle-même n'en sera jamais ni témointe, ni informée, et qui pourtant vont être déterminants dans la construction de ces étapes. Et l'élément déterminant, enfin l'événement déterminant de cette troisième étape d'internement, eh bien c'est la mort de son père. Son père qui décède au tout début de ce mois de mars 1913. Et 6 jours après le décès de son père, dont elle ne sera pas informée, sa mère va élaborer à la préfecture de la Seine une demande d'internement en placement volontaire de sa fille. Son père ne l'avait jamais fait parce qu'il y avait une relation très empathique entre le père et la fille. Et par contre, il y avait une relation beaucoup plus dure avec la maman. Et c'est le papa qui avait l'autorité pour faire de telles démarches administratives et d'internement à cette époque-là. Le papa décédant, c'est la mère qui devient l'autorité parentale. Et elle n'attendra que 6 jours pour la demande d'internement de sa fille. Et le frère de Camille accompagnera la maman, puisque lui, il va obtenir le certificat médical auprès du docteur Michaud, qui va permettre cet internement définitif. Donc ça, c'est ce que effectivement, vous expliquez dans le livre. Alors je reviens un petit peu sur le livre, c'est un peu fictionnel quand même. Enfin, c'est basé sur des faits réels, mais c'est fictionnel, c'est ça? Oui, c'est un essai donc entre documents d'archives et donc de la réalité, et puis de la fiction pour permettre d'élaborer ce que j'appellerais une histoire, hein. J'ai essayé de faire en sorte que cette histoire ne soit pas déviée de sa réalité, qu'on soit toujours dans le respect de ce qu'ont été ces années d'internement. La fiction, elle est posée aussi par le fait que, eh bien, le rythme, il y a un double rythme dans cette vie de Camille Claudel, hein, c'est-à-dire le rythme des évolutions, des transformations, des mutations de l'asile, hein, 29 ans dans un même asile, c'est quelque chose, voilà, de durable, comme on dit, hein, dans le langage d'aujourd'hui. Et puis, l'autre rythme, ce sont les seules 12 visites de son frère. Son frère n'est venu que 12 fois la voir. Ces 12 visites se sont faites uniquement à Mondevergue à partir du 15 mai 1915. Et là, effectivement, voilà, j'articule ces deux manières qui ont géré le parcours de Camille Claudel interné dans cet asile d'aliénés pendant 29 ans, et je l'ai alterné avec ces réalités, mais assez régulièrement je crée des situations, je les invente comme on dit, pour essayer de mettre en scène des situations totalement inconnues, et qui de cette manière-là, à mon avis, ont été nettement mieux appréhendés par les lectrices et les lecteurs. Donc vous nous parlez de son frère, de Paul Claudel, 12 visites en 29 ans, c'est ce que vous nous dites, et je crois que vous avez beaucoup lu justement tout Paul Claudel, et au travers de ça, ce que j'ai retenu aussi de la conférence, c'était que il admet, en plus il l'écrit en fait, qu'il l'a abandonné. C'est lui qui emploie le terme d'abandon, c'est ça? C'est exactement cela, ouais. Paul Claudel écrivait régulièrement dans son journal, et à chacune des visites qu'il a eues pour sa sœur, il a écrit dans le journal. La première fois, par exemple, il ne l'a plus vue depuis 3 ans. Il la trouve vieille. Voilà, on aurait pu espérer qu'il ait des propos et des paroles un peu plus empathiques, chose qu'il ne fera jamais. Et puis, effectivement, le compte rendu de sa dernière visite, au mois de septembre 1943, il ne l'a plus vue depuis de très très nombreuses années. Depuis plus de 7 ans, il ne l'a plus vue.
Ce sont les médecins-chefs qui lui ont écrit pour lui dire la situation est épouvantable dans l'asile, venez voir votre sœur. Donc il va venir, il la voit au mois de ce mois de septembre 1943, et il va écrire que, donc, de manière très contradictoire, qu'il a vu, on ne sait pas trop s'il dit qu'il a vu, qu'il n'a pas vu, mais pourtant il dit, elle m'a dit, Paul, Paul, mon petit Paul. Donc, ce qui montre qu'elle l'a bien reconnu. Elle est en train de mourir très concrètement. Et lui va, le dernier propos de son cahier, ça sera d'écrire quel regret de l'avoir si longtemps abandonné. Et ça, c'est assez terrible parce qu'il montre deux choses. C'est que il reconnaît qu'il a abandonné. Et il reconnaît qu'elle est dans une situation où il a laissé mourir, quoi. Et ça, ce sont des propos très contradictoires d'un frère qui a eu des rapports très contradictoires avec sa sœur, et que ces contradictions n'ayant jamais été accompagnées, comme avec sa maman d'ailleurs, eh bien, l'ont amené à la laisser dans cette situation, et à considérer que c'était son destin qui était ainsi inscrit, et que finalement, eh bien, il ne pouvait pas grand-chose à y faire, alors qu'elle, depuis des années, elle lui écrivait, elle lui demandait « Paul, ne m'abandonne pas. Paul, viens me chercher. Paul, ramène-moi là-haut, ou à Villévrard, ou à Sainte-Anne, ou dans la grange de Villeneuve, etc. » Il n'aura jamais répondu à ces questions. Si vous êtes si engagé sur justement le fait de la panthéoniser, hein, Camille Claudel, c'est parce que vous avez aussi découvert, c'est ce qui vous a amené à écrire ce livre, etc. Parce que vous avez découvert des choses, donc c'est à l'hôpital psychiatrique de Montfavet, hein, à Avignon. Vous avez fait une grosse partie de votre carrière là-bas, oui, si je ne m'abuse. Et donc c'est ça qui vous a donné envie Enfin, vous avez découvert des choses et ça vous a donné envie d'aller plus loin, c'est ça? Oui, il faut savoir que j'ai découvert Camille Claudel, nous nous sommes rencontrés, elle et moi, il y a plus de 40 ans. Alors pas physiquement, mais au travers de recherches, de documents, et de découvertes de documents. Et puis depuis une bonne douzaine d'années, m'étant plongé encore plus dans ce qu'a été cette vie de Camille Claudel, je découvre à quel point, d'abord, elle a été une artiste de génie, mais surtout à quel point aussi ce génie a été autour d'elle, pour certaines et certains, totalement insupportable. Insupportable. Et au fur et à mesure que j'ai travaillé très concrètement, notamment à l'écriture du livre, je découvre combien, en fait, ce génie qu'on lui reconnaissait à l'époque n'était pas acceptable venant d'une femme. Et ça m'est apparu totalement intolérable. Et il y a des exemples très, très forts à ce propos, et notamment, et entre autres, dans sa relation avec Auguste Rodin, et y compris dans sa relation à son frère. Vous l'avez dit, j'ai lu une grande partie de l'œuvre de Paul Claudel. Je pense que je devrais être décoré d'ailleurs, parce que lire les 571 pages du Soulier de satin, c'est pas une épreuve, mais voilà, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. Et puis j'ai lu d'autres pièces de théâtre et d'autres œuvres de Paul Claudel. Je dis bien avec beaucoup de sincérité d'autres œuvres de Paul Claudel, parce que Paul Claudel a été effectivement un vrai artiste littéraire et aussi parfois un génie littéraire. Et ce que j'en ai tiré, pas conclu parce que ça serait un peu prétentieux de ma part, mais en tout cas ce que j'en ai tiré, c'est que lorsqu'on lit attentivement les œuvres parfois incompréhensibles de Paul Claudel, on découvre qu'une manière de rendre l'incompréhension compréhensible, eh bien, c'est de se dire qu'il fait référence à sa sœur, il parle à sa sœur,
il parle pour sa sœur, il parle avec sa sœur, il parle de sa sœur, etc., etc. Et donc il s'est libéré dans ses œuvres, de mon point de vue, de ce rapport d'abandon qu'il a eu avec elle. Il s'en est libéré et il a mis dans des scènes de ses œuvres, de certaines de ses œuvres. Et quand on ne comprend pas certains passages, lorsqu'on se met cela dans l'esprit, à la lecture de ses œuvres, il y a des choses que l'on commence à mieux comprendre, à mieux analyser. Et je pense que il aurait peut-être pu être aidé à se libérer de cette incompréhension, et notamment sur le fait qu'il y avait à la place pour plusieurs brillances et plusieurs porteurs de brillance dans la création, qu'elle soit littéraire ou qu'elle soit artistique et sculpturale, comme l'a été Camille Claudel. Et sauf que ça n'a pas été le cas, malheureusement, et cela ne s'est pas produit. Et Rodin a été dans la même logique. Rodin, très vite, a dit à Camille Claudel qu'elle était un génie. Il a eu une relation amoureuse avec elle, lui disant qu'un jour elle s'appellera Camille Rodin. Sauf que ça n'a jamais été le cas, et on a bien le sentiment que Rodin non plus n'a pas pu admettre que dans son propre atelier, il y ait un deuxième génie, et qu'en plus ce génie soit une femme. Puisque l'on sait que les rapports de Rodin aux femmes a été toujours un rapport très compliqué, et parfois un peu même brutal, et que là il a montré aussi une certaine brutalité dans ce rapport à Camille. Et donc tout cela nous permet de comprendre comment à un moment donné, et pourquoi à un moment donné, Camille n'a plus pu résister à une telle pression, et s'est engagée dans des comportements psychologiquement très compliqués, et qui ont commencé à enclencher un chemin de sa destruction. Mais je pense que profondément, elle a subi ces attaques à sa propre liberté, à son droit de femme à être et un génie et à être une femme, dans un milieu où la masculinité de l'art ne pouvait pas être comprise. Et donc, et par exemple, la féminisation du mot sculpteur est quelque chose de très récent. On continue à voir d'ailleurs des plaques où il y a écrit Camille Claudel, sculpteur. Donc, mais non, Camille Claudel était une sculptrice. Ce sont des choses qui sont pleinement dans l'actualité, et le chemin pour le Panthéon, eh bien, c'est un chemin de cette modernité que je souhaiterais m'ouvrir avec d'autres. Nous sommes en train d'y travailler pour que cette question de ses droits et de sa liberté lui soit pour l'éternité reconnue par la nation. Comment on peut concourir à ce processus de panthéonisation, merci André, à cette quête finalement, pour les spectateurs qui nous regardent ou les auditeurs qui nous écoutent, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire? Ah bien, dans un premier temps, et c'est le premier temps dans lequel nous sommes, il y a d'abord il doit y avoir une bonne connaissance de la réglementation pour cela. Donc il y a effectivement une réglementation qui passe par le président de la République, ça il faut le savoir. Et puis après il y a une procédure qu'on va appeler associative qui doit se mettre en route conformément à la réglementation législative. Et puis une association va se créer, et cette association va mettre en œuvre le premier grand processus qui est celui de la pétition. En France et au-delà, nous allons lancer une pétition
qui va demander la panthéonisation de Camille Claudel, conformément donc à ce que nous déciderons d'écrire comme premiers attendus. Ce sont des milliers de pétitions qui seront nécessaires pour engager la procédure. Et ensuite, c'est une procédure législative, hein, qui va passer par le Panthéon lui-même. Le Panthéon est une structure sous la responsabilité du président de la République. Donc, il y a là toute une mécanique qui se mettra en œuvre et ça demandera encore des émissions de télévision, de radio, des articles journalistiques de toute nature pour essayer de donner de l'épaisseur à cette démarche, dont je pense qu'à un moment donné, elle va s'affronter aussi à quelques temps de contradiction. Et ça, il faut savoir l'accepter également. Donc finalement, une association qui va voir le jour bientôt? Oui. Ah j'espère que d'ici la fin de l'année, elle sera mise en place. Oui. Ok. Et donc, vous nous tenez au courant pour savoir comment on peut y adhérer? Ah bien sûr, oui, je tiendrai au courant toutes celles et tous ceux qui m'ont accompagné dans cette dernière période, bien entendu. Ok, et en attendant, on vous suit sur les réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, et puis on achète votre livre, hein, Oui. Camille l'abandonné, Oui. Et on va aux conférences. Les prochaines? Alors les prochaines, c'est le 5 novembre à la médiathèque Renaud Barreau à Avignon. J'ai une rencontre, mais là, c'est pas tout à fait de la même nature, avec des jeunes élèves, filles et garçons du lycée agricole de Carpentras. Après, je vais aller à Aramon, à Bolène, pour le mois de novembre, je parle, comme ça, dans une multitude de lieux. Je fais partie de celles et de ceux qui n'ont pas peur de franchir les limites territoriales de notre département. Je devrais retourner à Aux-Angles, je vais à Villeneuve, et pour l'année prochaine, j'ai des rendez-vous à Carpentras et dans d'autres lieux du département. Interdépartemental, même, j'ai envie de dire. Hein, donc, puisque Interdépartemental. vous franchissez les fleuves et rivières. Exactement. Merci beaucoup, André, et Merci. très belle journée à vous. Merci, à bientôt.